RFI, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, les titres de votre journal. La sécurité, un enjeu majeur pour la présidentielle au Mali. Nous verrons comment les 24 candidats dans la course tentent de convaincre leurs concitoyens. Le Zimbabwe a mal à son économie. L'absence de liquidités rend la survie des entreprises difficile. Évocation dans ce journal. En Afrique du Sud, le 10e sommet des BRICS s'est ouvert ce mercredi. Croissance, prospérité et guerre commerciale sont au menu des échanges. Mesdames et Messieurs, bonsoir. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé l'ouverture ce mercredi des bureaux de réception et de traitement des candidatures aussi bien pour les législatives que pour la présidentielle prévue le 23 décembre 2018. Cette opération devrait s'étendre jusqu'au 8 août prochain. Qui sera le porte-étendard de la majorité? La réponse dans 2 semaines. Du côté de l'opposition, l'opposition se mobilise donc. De l'autre côté du Congo, l'Observatoire congolais des droits de l'homme a accusé ce mercredi la police d'être responsable de la mort de 13 jeunes à Brazzaville dans la nuit de dimanche à lundi. 13 jeunes garçons ont trouvé la mort dans un commissariat de police où ils étaient détenus. C'est une exaction de la police, a déclaré Trésor Nzila, directeur exécutif de cette ONG congolaise. Le porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, a refuté ces accusations. Le procureur Ogakala, quant à lui, a ordonné l'ouverture d'une enquête. La tension monte en Guinée, excédée par les nombreuses manifestations contre notamment la hausse de 25% du prix de carburant. Le Premier ministre a menacé de sévir contre ceux qui prennent, selon lui, le pays en otage, accusant les opposants, les syndicats et la société civile de vouloir empêcher le président de la République de gouverner et de travailler pour le bien du pays. Ibrahim Kassori Fofana a assuré qu'il allait manier le bâton et la carotte. Le Premier ministre s'exprimait à l'issue d'une rencontre hier entre le président Alpha Condé et des militants du parti présidentiel, le RPG. Au Mali, de jeunes manifestants arabes ont tiré en l'air, brûlé des pneus et incendié des voitures ce mercredi à Tombouctou, à 4 jours de l'élection présidentielle. C'est du moins ce que rapportent les autorités. Les manifestants protestaient contre l'insécurité et l'attitude jugée discriminatoire des forces de l'ordre dans cette région marquée depuis plusieurs années par la violence islamiste, les tensions ethniques et le séparatisme touareg. Selon des habitants de Tombouctou, ces incidents font suite à une attaque à main armée mardi soir dans une pharmacie de la ville tenue par un Bambara. 24 candidats et à propos de sécurité donc sont en campagne au Mali pour la présidentielle de dimanche. Ils tentent tous de convaincre leurs concitoyens sur les capacités à relever les nombreux défis de l'heure, notamment la question sécuritaire. Elle est d'ailleurs déterminante pour les Maliens qui en général veulent la paix dans leur pays. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Dans un pays sous état d'urgence en proie à des violences djihadistes et des tensions intercommunautaires, les candidats à la présidentielle malienne tentent de convaincre les électeurs. Ici à Gao, dans le nord du pays, pour ces électeurs, le défi principal à relever par le prochain président est celui de la sécurité. Le développement passe par la sécurité. Donc, il y a des infrastructures. Gao a besoin de ces trucs-là pour relever. Le pouvoir central au Mali ne contrôle plus le nord ni le centre du pays, livré aux groupes armés et aux conflits intercommunautaires. L'accord de paix signé en 2015 avec différents mouvements touaregs tarde à s'appliquer. Le conflit risque de dégénérer et gagner les pays voisins. Le président sortant croit cependant détenir la solution. Nous envoyons nos enfants en mission. Ils n'avaient pas d'uniforme, ils n'avaient pas d'équipement, ils n'avaient pas d'armes. Nous n'avions pas un seul hélicoptère, nous n'avions pas une seule aile. Nous avons aujourd'hui 11 appareils. IBK
n'a pas les capacités. Ibeka n'a pas les initiatives. Parce que lorsqu'il est devenu président seulement, il pense à un avion. De là, on sait que le monsieur n'est pas vraiment celui qu'on pense. L'autre problématique repose sur la menace de la partition du pays. Le président Ibeka se dit l'homme de la situation, tandis que son principal rival de l'opposition, Soumaïla Cissé, estime incarner l'espoir du pays. Mais quelle que soit l'issue du scrutin, le président élu aura fort à faire pour restaurer la paix au Mali. Au Zimbabwe, l'absence de liquidité fragilise l'économie et rend la survie des entreprises de plus en plus difficile. Alors que le pays se prépare pour les élections prévues le 30 juillet, les petits commerces zimbabwéens ont le couteau à la gorge, faute d'avoir l'argent sous la main. Le point avec Dili Diko. Justin Moulaoussi est le gérant d'un magasin d'électronique à Harare. Comme tous les entrepreneurs zimbabwéens, il espère que la résolution de la crise monétaire sera la priorité du nouveau gouvernement suite à la présidentielle. Le pays fait face à un manque de liquidité criant qui rend les transactions commerciales compliquées. We have got a number of methods of transacting. Nous avons différents modes de transactions, comme les transferts par exemple. Nous faisons des transferts à nos fournisseurs et lorsque nous vendons aux consommateurs, ils achètent en utilisant des solutions comme EcoCash, car il n'y a presque pas de liquidité sur le marché. Peu de clients achètent et ceux qui sont prêts à ouvrir leur bourse paient donc à l'aide de ce système électronique mobile appelé EcoCash. Justin explique qu'en cette période préélectorale, les gens préfèrent ne pas dépenser. La date des élections approche et certaines personnes attendent qu'elle passe pour voir quelle sera la situation. Il est difficile d'avoir une forte clientèle en ce moment. Contrairement aux nombreux pays qui utilisent les paiements mobiles par choix, le Zimbabwe s'est retrouvé dans l'obligation d'adopter cette solution en raison de l'absence de liquidité et de l'insolvabilité des banques. Le 10e sommet annuel des BRICS, entendez Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, s'est ouvert à Johannesburg en présence des leaders de ces pays représentés au plus haut niveau officiellement. Ce 10e sommet doit débattre de la collaboration en vue d'une croissance inclusive et d'une prospérité partagée. Mais le président Cyril Ramaphosa a souligné que les BRICS sont préoccupés par l'augmentation des mesures unilatérales incompatibles avec les règles des organisations commerciales mondiales, allusion faite à la guerre commerciale déclarée par Donald Trump. Pour approfondir la réflexion sur ce sujet, allons justement en Afrique du Sud, où nous attend David Zoumenou Dossou, chercheur à l'Institut d'études de la sécurité à Pretoria. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs. Alors, que peut-on attendre d'un sommet comme celui des BRICS qui s'est ouvert aujourd'hui en Afrique du Sud? Oui, je pense que de ce sommet, il y a au moins trois choses auxquelles il faut s'attendre. La première, c'est d'abord une réponse commune, sinon une riposte à ce que vous avez appelé tout à l'heure la guerre commerciale ou la politique commerciale mise en place par le président américain Donald Trump. Il s'agit pour le pays de réfléchir ensemble pour voir comment répondre à ces mesures unilatérales qui sont imposées. Deuxième chose, voir quel message politique envoyé sous-jacent de la montée en puissance de cette entité qui conteste un tant soit peu l'hégémonie commerciale, l'hégémonie économique de l'Occident. Et troisièmement, essayer de réfléchir ensemble sur comment tirer profit des opportunités qui s'offrent au sein de cette entité pour les pays membres. Alors, ce 10e sommet, on le disait tout à l'heure, doit débattre de la collaboration en vue d'une croissance et d'une prospérité partagée. Il s'agit là de bonnes intentions ou d'objectifs réalisables? Non, il s'agit à la fois de bonnes intentions et d'objectifs réalisables, d'autant que même si la plupart des pays membres n'ont pas les mêmes bases économiques, il y a quand même quelques éléments qui pointent vers
la mutualisation des opportunités et des avantages au sein de cette entité. C'est une entité qui représente environ 40% de la population mondiale, qui occupe environ 20% du produit intérieur brut, donc une puissance en gestation. Et je pense que les dirigeants ont envie de faire profiter de toutes les opportunités à leurs citoyens, qui va améliorer leurs conditions de vie et de travail. Et c'est là d'ailleurs que d'autres pays non membres se sont invités à la fête des pays comme le Rwanda et l'Angola. Alors, on a vu ces derniers temps l'implication de certains pays de ces BRICS-là, notamment l'Inde, la Chine et la Russie, se ruer, j'ai envie de dire, vers l'Afrique. Qu'est-ce qui explique cela? En fait, c'est des perspectives d'une croissance économique en Afrique grâce à la découverte de nouveaux gisements, le développement dans le secteur minier et surtout les opportunités qu'offre l'Afrique avec sa jeunesse, avec sa population et tout ce qui peut aider au développement économique. Mais la véritable question qu'il faut se poser du côté des dirigeants africains, c'est de savoir s'il y a une stratégie appropriée mise en place pour permettre aux États africains de bénéficier eux aussi de ces opportunités que les autres découvrent sur le continent et qu'il faut courir. Alors, les États-Unis semblent engager le monde dans une guerre commerciale. Les pays du BRICS peuvent-ils faire un contrepoids? Je pense que c'est un élément clé au cours de ce sommet et les résolutions de ce sommet sont attendues sur ce point. Mais déjà, les tuyaux qu'on observe et les déclarations faites par les dirigeants de BRICS pointent déjà vers une réponse appropriée, voilà, de taille à cette guerre commerciale déclenchée par les États-Unis. David Zoumenou-Dessous, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut d'études de la sécurité à Pretoria, en Afrique du Sud. Jean-Claude Juncker est à Washington. Le président de la Commission européenne s'est entretenu avec le président américain ce mercredi. Les deux hommes ont discuté des moyens d'éviter une guerre commerciale. Peu avant cette rencontre, Jean-Claude Juncker avait déclaré ne pas être excessivement optimiste, ajoutant qu'Européens et Américains n'étaient pas ennemis, mais que l'Union européenne est prête à des mesures de rétorsion si M. Trump devait décider de droits de douane supplémentaires pour les automobiles européennes. Au Pakistan, au moins 30 personnes ont été tuées et 35 autres blessées par un kamikaze qui a fait exploser sa charge mercredi matin près d'un bureau de vote de Quetta dans le sud-ouest. Le kamikaze a essayé d'entrer dans le bureau de vote et quand la police a tenté de l'arrêter, il s'est fait exploser selon eux responsables de l'administration locale. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, s'est produit alors qu'un scrutin tendu se déroule dans le pays pour élire le prochain Parlement. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique en direct de Washington.
Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique en direct de Washington. Voici les titres de cette seconde partie. Les autorités font la chasse aux mototaxis à Bangui. Objectif, réduire les accidents et les entraves à la circulation. Organiser des compétitions de jeux vidéo en public, c'est la mission qu'entend remplir une entreprise ici aux États-Unis. Et dans ce journal, nous irons à la rencontre d'Efemi Koya, un artiste nigérian dont la musique s'inspire des rythmes traditionnels du continent. Nous sommes mercredi. Qui dit mercredi dit Arzuma Compaoré. Et qui dit Arzuma Compaoré dit technologie. Arzuma, bonsoir. Bonsoir, John. Quelles sont les dernières nouvelles tech? Eh bien, bonsoir aussi à tous les technophiles qui nous reçoivent chaque semaine. On commence tout de suite avec le concours mondial Imagine Cup de Microsoft qui s'est terminé aujourd'hui même à Seattle. Eh bien, chaque année, des lycéens et des étudiants de 5 continents participent à ce concours technologique qui met en valeur et récompense la créativité et l'excellence dans le domaine du développement et de la conception logicielle à l'aide de la technologie Microsoft. Cette compétition est ouverte aux futurs créateurs du monde numérique de demain à travers plusieurs disciplines, la conception de logiciels, systèmes embarqués, jeux vidéo, mais aussi la photographie, le court-métrage, etc. 49 équipes au total ont participé au concours. L'Égypte était le seul pays africain figurant parmi les finalistes de cette année avec la start-up Beach Safer. Cette dernière avait en effet remporté les finales régionales africaines devant le Nigeria et le Kenya. Et cette année, c'est l'équipe du Canada qui a, avec sa start-up ARM, qui a été sacrée championne du monde Imagine Cup. Tout à fait, exactement. Voilà. Alors, chaque semaine, vous nous faites un focus de la semaine. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Alors, cette semaine, nous vous parlons de mode vestimentaire. Si vous êtes amateur de jeans, eh bien, Levi-Strauss, le géant de cette industrie, va vous séduire encore plus. Grâce à sa nouvelle technologie de vieillissement informatisé, les finitions qui prenaient 30 minutes par paire de jeans ne durent plus que quelques 90 secondes. À l'aide de stylos numériques et d'écrans tactiles, une machine à laser transforme les jeans, permettant ainsi à ce détaillant de 165 ans de réduire sérieusement le temps de production. Alors, il faut dire que l'industrie vestimentaire se tourne de plus en plus vers l'impression 3D pour des raisons évidentes, comme nous l'explique Whitney Cathcart, présidente de Cathcart Technologies. Si vous envisagez de créer un produit en 3D, vous pourriez créer une collection entière avant même de couper un vêtement. Cela réduit le gaspillage, réduit les délais et permet de prendre des décisions en temps réel. Alors récemment, cette nouvelle vague de technologie est en train de transformer l'industrie de la mode, toujours dans le but d'être plus innovant et plus rapide pour le bonheur des consommateurs. Alors, ce que j'aime en technologie, c'est les folies d'invention. Qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Alors, vous avez peut-être entendu parler de stationnement autonome de voitures, mais avez-vous déjà entendu parler de chaussures qui se rangent toutes seules? Eh bien, en effet, après ces voitures, la société japonaise Nissan s'est lancée dans le stationnement autonome de pantoufles. L'idée des pantoufles auto-stationnantes a été inspirée par le système d'auto-parking ProPilot intégré dans la série automobile Leaf de Nissan et présenté à la fin de 2017. Lorsque les pantoufles ne sont pas utilisées, elles sont programmées pour revenir à leur position d'origine en appuyant sur un bouton, cela grâce à une caméra de détection. Eh bien, il y a 2 ans, Nissan avait présenté sa solution unique au problème de rangement de chaises après des réunions de bureau. Des chaises de bureau auto-alimentées qui se replient dans leur position d'origine avec un simple claquement des mains. Peut-être que cela nous serait très utile à nous ici à la rédaction, après nos réunions de rédaction quotidiennes. Voilà, c'est tout pour Afrotech de cette semaine. Sacré Arzuma, j'aimerais bien voir ces chaussures qui se rangent toutes seules. Mais on ne quitte pas la technologie Arzuma Compaoré. Les jeux vidéo sont tellement populaire qu'une entreprise américaine en Californie parie qu'elle peut convaincre les accros de sortir de leur maison
pour jouer dans les arènes locales afin de vanter leur succès et gagner des récompenses. Notre correspondant Michel Quint s'est rendu sur place. Le récit est de Raïssa Gironda. Le nouveau stade e-sport à Oakland, en Californie, accueille des vidéo-gamers venus de près et de loin. Dès que j'en ai entendu parler, j'ai libéré mon calendrier et j'ai rejoint tous les jeux d'aujourd'hui. Comme pour une salle de gym, les membres payent des frais de 25 $ américains par mois. Paul Ribera a fait 4 heures de bus et de train pour la chance de gagner 500 $ dans le tournoi du jour. Ça, c'est mon casque. Il faut rester hydraté, c'est très important. La soif est un challenge pour les joueurs. La plupart jouent à la maison à côté du frigo. Ce lieu à haute pression est très différent, mais la compétition a aussi ses avantages. Je peux sentir l'anxiété des autres, le trac qu'ils ont, ça me rend plus fort. Tyler Andress est cofondateur de l'arène eSports. C'est la 3e arène de son genre aux États-Unis. Il parie que davantage de joueurs veulent jouer à proximité l'un de l'autre. Tu peux être antisocial, mais tu n'as peut-être pas eu l'opportunité de venir dans un lieu comme celui-ci, qui accepte les joueurs, qui accepte combien de temps tu passes à jouer. Personne ne te juge. Ces joueurs ont déjà prouvé qu'ils sont capables de laisser le confort de leur maison pour la camaraderie de la compétition. Des motards sommés de faire demi-tour sous peine d'amende ou de se voir confisquer leur véhicule. Une scène courante à Bangui où les mototaxis viennent d'être interdits en centre-ville pour réduire accidents et entraves à la circulation. Salwa Jafari nous en dit plus. Cyril, chauffeur de mototaxi de profession, sillonne Bangui à la recherche de clients. La journée s'annonce mal, des clients, il n'y en a pas beaucoup dans cette partie de la ville et le centre-ville est hors limite. Auparavant, en fait, on peut gagner plus de 12 000 francs, mais maintenant pour avoir même 10 000 francs, c'est difficile. Les mototaxis sont sur la sellette depuis le début de la semaine. Selon le gouvernement, ils sont la source de plusieurs inconvénients majeurs, stationnement anarchique en dehors des points autorisés, mais surtout un nombre élevé d'accidents de la route. Au centre hospitalier Sika, géré par Médecins sans frontières, 70% des lits sont occupés par des accidentés de la route. On reçoit une moyenne de 500 victimes d'accidents de la voie publique. Ça représente 75% des passages au niveau des urgences. Les syndicats dénoncent une injustice et se disent le bouc émissaire d'un système de transport défaillant. On entend dénoncer cette concurrence. C'est déloyal. Nous sommes dans un état de droit, donc il faudrait qu'il y ait droit dans tous les secteurs. Parfois, ils te coignent ça, ils te coignent. Et puis après, on dit que voilà, c'est ta faute, quoi. Bangui, un jour de colère, ressemble à ça. En Centrafrique, de nombreux propriétaires de motos ne possèdent pas de carte grise et leurs conducteurs, surnommés clandestins, roulent parfois sans permis ni assurance. Des images de motos visibles dans beaucoup de capitales africaines. Place maintenant à l'actualité sportive et c'est avec Yacouba Ouedraogo, fidèle au poste. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Le choix se fera entre l'Espagnol Quique Sanchez Flores, le Mexicain Javier Aguirre, le Bosniaque Vaïd Alilozic et le Colombien Luis Pinto pour remplacer Hector Cooper, entraîneur bien sûr des Pharaons d'Égypte. Et donc la personne élue va donc succéder donc à l'Argentin que vous voyez ici en image. Les membres du comité directeur de la Fédération égyptienne de football, composé d'anciens internationaux, ont été sollicités pour choisir donc entre les 4 techniciens. L'Égypte espère annoncer le nom du sélectionneur début août pour que ce dernier entame les préparatifs des éliminatoires de la CAN 2019. Et dès septembre, les Pharaons feront face au Niger. Et puis la CAF préfère s'y prendre à temps pour la CAN 2021, même si sa priorité concerne le bon fonctionnement des travaux pour Cameroun 2019. La CAF a débuté hier une visite d'inspection en Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN 2021. La délégation est conduite par le secrétaire général de l'instance africaine de football, Amr Fahmy, et va y séjourner jusqu'au 31 juillet. Elle a pour mission de s'enquérir de l'existence ou du début de réalisation des infrastructures sportives, hospitalières et hôtelières. Les sites d'Abidjan, Yamoussoukro, Korogo, Bouaké et San Pedro vont ainsi être inspectés.
Et pour terminer, NBA ici, l'intérieur All-Star Kevin Love a prolongé avec les Cavaliers en signant un contrat de plusieurs années, d'après l'annonce faite par la franchise de Cleveland, qui cherche à consolider son effectif après le départ de sa méga star LeBron James. Cleveland n'a pas donné de détails contractuels dans son communiqué, mais la prolongation se chiffre à 120 millions de dollars sur 4 ans selon la presse américaine. Kevin Love a été crédité d'une moyenne de 17,6 points sur la dernière saison régulière. Donc c'est ici qu'on s'arrête pour cette page sportive. On se dit à demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Famille Koya, artiste nigérian basé en Afrique du Sud, s'inspire des artistes et des rythmes traditionnels du continent pour créer un son unique avec un groupe de musiciens internationaux. Dans son deuxième album, Village Afrobeat, sorti en avril, il s'inspire des histoires traditionnelles et mélange le jazz, l'afrobeat et la musique high life ouest-africaine. Lily Erlings nous fait le portrait de ce musicien ambitieux. Le jeudi soir et la nuit, Lagos, au centre-ville de Johannesburg. C'est là où l'artiste nigérian Femi Koya monte sur scène, rassemblant des rythmes de tout le continent. J'aime vraiment la musique de Femi Koya parce qu'elle me rapproche de mes racines. Ça me rappelle les musiciens comme Fela Kuti, Femi Kuti, aussi Orlando Julius. Koya est arrivé en Afrique du Sud en 2005, voulant goûter à la culture musicale de sa nouvelle terre. Mon groupe est composé de gars de tous les pays africains, pas seulement de Nigérians ou de Sud-Africains. On a des Congolais, des Ghanéens. Donc tous ces gars-là ont leur propre son national. Ils viennent avec les sons de leur pays, leur langue. Ils interprètent la musique quand je la compose. Ça la complète. Il y a une synergie qui rend la musique belle. Mais Koya pense que l'on ne fait pas assez pour partager la musique africaine. La musique Fuji et la musique Juju sont supposées être notre produit d'exportation. L'afrobeat, ce sont les choses qui sont censées être, je dirais, qu'elles sont notre musique traditionnelle, mais elles ne vont nulle part. Vous savez, les gens sont contents avec une petite plateforme, mais pour moi, l'afrobeat et le high life doivent se vendre à l'international. Avec son nouvel album, Femi Koya espère transcender encore plus de frontières entre l'Afrique et le monde entier. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Excellente soirée à tous.